Les archipodes d'Archipop. L'art et la manière de réveiller les sons. En 2018, la Maison de la Chicorée, musée situé dans l'ancienne propriété familiale des Leroux à Orchy, fermait ses portes. Les archives audiovisuelles de l'entreprise Leroux sont entrées dans les collections d'Archipop. Comment faire revivre cette mémoire d'une entreprise historique de la région, toujours en activité, et marquée en son temps par une dynastie d'industriels dont elle porte encore le nom? Le projet des podcasts est né de cette question. Faire entendre ou réentendre la foisonnante richesse des publicités radio et télévisées des années 60 et 70. Écouter la parole vivante d'anciens salariés. Plonger dans les milliers de documents écrits classés aux archives nationales du monde du travail de Roubaix et témoignant de la bouillonnante activité de cette entreprise. Tout en évoquant parfois d'autres moments historiques, le focus a été mis sur la période 1947-1989, pendant laquelle les frères Alain et Robert Leroux ont assuré la direction de l'entreprise. Battons les cartes de ce jeu des 7 familles, entre la botanique et l'économique, la terre et l'usine, les salariés et les patrons, la radio et la télévision, la mère de famille et les coureurs cyclistes, avec l'histoire de cette plante médicinale aux vertus connues depuis l'Antiquité. La Chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Voyage sonore dans l'entreprise, archives et mémoire vivante. Premier épisode, la famille botanique des composés. Dans la famille botanique des composés, je demande... C'est quoi d'ailleurs les composés ? Une des plus importantes familles de plantes, qu'on appelle aussi les astéracées. Ah ! Et pourquoi composés ? Si tu regardes par exemple une marguerite qui fait partie de cette famille, tu verras que ce qu'on appelle communément le cœur de la fleur est en fait un capitule, c'est-à-dire une inflorescence composée d'une multitude de fleurs. Dans le cas du pissenlit ou de la chicorée, le capitule est composé de fleurs ligulées, comme des languettes, qu'on appelle par erreur pétales puisque ce sont des fleurs, et donc... Ok, bon, ça ira, hein. Donc, dans la famille des composés, je demande la chicorée. Tu préfères scarole, frisée ou chicon ? Non, ça c'est de la salade. Je demande de la chicorée à boire. Avant, on ne disait pas chicorée à café ? Si. Et au Québec, on l'appelle même le café de céréales. Que pensez-vous de cette chicorée, monsieur ? C'est vraiment une magnifique chicorée. Hein. Ça, Elle présente bien les caractéristiques de la chicorée à café, qui a été naturellement améliorée, il faut le reconnaître. Parce que si nous avions tous des racines comme celle-ci, nous aurions certainement plus de 50 000 kilos l'hectare. « 4000 ans avant Jésus-Christ, la chicorée est déjà mentionnée dans le papyrus égyptien d'Hébert. Et Aristophane attribuait à la chicorée, plante sauvage, une force régénératrice. Ces bienfaits, aujourd'hui, résultent du travail et des soins apportés à la culture et à la transformation de la racine de chicorée. Si la chicorée est de longue date un aliment traditionnel des Français, il est amusant de constater que beaucoup d'entre eux ignorent encore avec quelle partie de la plante sont faits les petits grains odorants si familiers. Eh bien, les grains de chicorée ne sont pas les graines de chicorée comme certains pourraient le penser, mais des petites parties de la racine de chicorée qui, débitées en morceaux et asséchées, prennent le joli nom de cossettes, avant bien sûr d'être torréfiées puis réduites en grains sous leur forme bien connue. Dans le livre des Métamorphoses, le poète latin Ovide raconte celle d'Élytra, jeune fille séduite, abandonnée, et transformée en fleur par Apollon, dieu du soleil.
Elle lui reste fidèle en tournant tout le jour sa corolle vers lui. Le matin, sa couleur est intense, pleine d'espoir. Elle devient bleu pâle le midi et presque blanche avant la nuit. La légende dit que la chicorée, fleur héliotrope comme le tournesol, serait cette fiancée du soleil à la robe bleue. La chicorée, au point de départ, c'est la plante sauvage que vous voyez pousser naturellement le long des routes, mais c'est une plante annuelle. Louis Manin, ancien directeur commercial de l'entreprise Leroux. Tous les ans, elle monte à graines, elle fait son semence, elle se ressème. La chicorée que nous travaillons, nous, elle est sur 2 ans, c'est une bisannuelle. Elle a été transformée quand même un petit peu, de façon que la première année, la substantifique moelle profite à la racine, et puis la seconde année, ça profiterait, mais il n'y a pas de seconde année. On coupe le collet avant. Mais si on laissait faire, pour qu'il y ait de la graine, il faudrait laisser repousser en seconde année. Bon, les semenciers, c'est ce qu'ils font. Une petite graine, soigneusement sélectionnée que l'on sème d'avril à mai dans le nord, c'est d'abord cela la chicorée. Une jolie fleur bleue matinale qui tourne sa corolle vers le soleil levant, c'est aussi cela la chicorée. Une racine gorgée de sucre bienfaisant, coupée en morceaux puis séchée et torréfiée, c'est cela enfin, votre chicorée. De tout temps, la chicorée, ça a été planté sur le littoral, sur ce qu'on appelle la côte chez nous. C'était une terre sableuse qui ne se prêtait pas très bien à la culture de la betterave, qui est beaucoup plus exigeante que la culture de la chicorée. Nos racines de chicorée viennent d'abord et en très grande partie de notre région, c'est la région d'Orchy. En 1967, M. Alain Leroux fait visiter son usine à un certain M. Le Gall. Elles viennent aussi de la région de Valenciennes et on peut dire que ces 2 régions sont le berceau de la chicorée en France. Elles viennent également de multiples localités, du département du Nord, du Pas-de-Calais, et notamment, de toute la zone côtière située, disons, entre Calais et Saint-Valery-sur-Somme. Mais pourquoi, monsieur Leroux, la chicorée aime bien les bords de mer ? C'est-à-dire que la chicorée pousse facilement dans les terres qui sont sableuses. Ah oui. Oui, et je dirais même dans les sables. Eh bien, ces terres conviennent très bien à la culture de la chicorée en France. Dans un document déposé aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, on peut lire le récit d'une visite d'une jeune femme à l'usine Leroux le 18 septembre 1958. À peine descendu de voiture devant l'usine, j'étais reçue par M. Robert Leroux et M. Thibault, directeur général, qui m'accueillirent avec la belle et traditionnelle hospitalité des gens du Nord. M. Huard, directeur technique, m'initia au secret de la fabrication de la chicorée. Un secret tout simple fait de tradition et de perfection. Sélectionner les meilleures matières premières et les travailler avec le plus grand soin. Cette matière première a déjà subi un traitement préalable avant d'être stockée dans les énormes magasins de la chicorée Leroux. Dix ans plus tard, M. Le Gall continue sa visite. Je me trouve en ce moment dans un immense hangar, c'est très impressionnant, un immense hangar de bois. Le toit est en bois, les parois sont en bois, d'immenses piliers sont également en bois. Et dans ce hangar, des monceaux et des monceaux de cossettes. Qu'est-ce que c'est que des cossettes ? Des cossettes de chicorée ? Eh bien ça, M. Leroux va nous le dire. Oui, les cossettes de chicorée, en réalité, c'est une partie de la racine de chicorée. La racine de chicorée, au moment de la récolte, a été lavée. Elle a été coupée en morceaux et ces morceaux ont été placés dans des installations particulières qui sont des séchoirs de chicorée de façon à éliminer 75% de l'eau que contenait la racine de chicorée. On dit généralement un séchoir s'il n'y a qu'un appareil dans l'exploitation. On dit c'est une sécherie s'il y a plusieurs appareils qui travaillent simultanément et en parallèle, quoi. Et alors au point de départ, il faisait ce qu'on appelait des broken. Alors les broken, la racine de chicorée, une fois lavée, elle était coupée en tronçons, en quelque sorte ronds, parce que les racines étaient beaucoup plus fines à l'époque, plus petites que maintenant. Ça s'appelait des broken, et ils séchaient ça dans des fours au coq, à plateau. C'est-à-dire que vous avez 2, 3, peut-être même 4 plateaux dans certains cas. Et bien, il fallait égaliser quand même les broken sur le plateau pour que ça puisse sécher uniformément. Et pour ça, les Français ne faisaient pas.
c'était uniquement de la main-d'œuvre belge qui acceptait de faire ça. Parce que c'était une fournaise, c'était vapeur d'eau, la chaleur, etc. Et ils travaillaient dans de très très mauvaises conditions. Enfin, ils étaient, je crois, bien rémunérés, donc ils venaient de Belgique tout exprès, et ils campaient sur place, et ils faisaient toute la campagne qui a duré, je crois, certainement comme maintenant, 2 mois et demi. 2 mois et demi sans rentrer chez eux, parce que la sécherie au coq, ça, comme celle que j'ai connue au fioul, ça tourne 24 heures sur 24. Dès l'instant où on met le four en marche, on n'arrête que quand la campagne est terminée, s'il n'y a plus une seule racine sur la cour. Alors ensuite, on a inventé, ça c'est Jean Villain, le séchoir horizontal. Jean Villain avait été le précurseur, c'était le plus gros sécheur du coin. A été le précurseur avec le premier four rotatif. Une fois coupés, les morceaux de racines sont déversés dans les fours. Ceux-ci sont rotatifs, longs de 27 mètres. À bonne température, ils assèchent les morceaux de chicorée en leur faisant perdre 77% de leur poids par l'évaporation de l'eau qu'ils contiennent. De telles installations sont commandées par un tableau d'automation pour assurer les impératifs de sécurité et d'efficacité. Après un dernier contrôle, les cossettes sont acheminées vers le refroidisseur. Elles sont enfin stockées dans de grands magasins aérés, en attendant d'être dirigées vers l'usine de torréfaction. Mais ces cossettes restent ici entreposées pendant combien de temps, monsieur Leroux? Oh, ces cossettes ne restent pas entreposées longtemps, étant donné notre fabrication importante. Vous recevez, je crois, 150 tonnes de cossettes par jour? Oui, nous recevons 150 tonnes de cossettes par jour pour fabriquer environ 100 à 110 tonnes de chicorée torréfiée chaque jour. Je vous remercie, monsieur. À l'usine d'Orchy, située dans la capitale de la fabrication de la chicorée, les cossettes sont directement déposées dans les cuves d'approvisionnement de l'usine où elles sont mises en magasin. Le raffinage de la chicorée commence dans la bluterie, qui classe les différentes grosseurs de cossettes afin de les traiter séparément. Les cossettes sont ensuite déversées dans des brûloirs de 1200 kg de capacité. La torréfaction s'effectue en 2h15 à une température de 140 degrés. C'est au cours de cette torréfaction que les sucs contenus dans les cossettes sont caramélisés juste à point afin de dégager le maximum de leur arôme. Les cossettes refroidies sont conduites par tapis transporteur au concasseur. Durant ce trajet, elles sont à nouveau examinées par une équipe d'ouvriers qui élimine les cossettes présentant un petit défaut. C'est au cours du broyage que les cossettes deviennent ces petits grains bistres, tout mordorés, tels que nous les connaissons tous. Continuons maintenant la visite de 1967 avec Monsieur Le Gall. Je me trouve en ce moment dans la salle de concassage et vous entendez d'ailleurs, il y a un grand bruit évidemment. Plusieurs machines à concasser sont là, d'ailleurs c'est très beau, ce sont des machines en bois clair et qui font assez anciennes. Il y a un petit côté ancien et qui, on ne peut pas dire qui jure, mais qui tranche terriblement avec un tableau de bord synoptique, je pense, monsieur Henry, le directeur technique, qui va me dire ça, qui est absolument prodigieux. À quoi sert ce tableau de bord, monsieur Henry? Ce tableau de bord, c'est un tableau synoptique qui nous montre toutes les avaries qui peuvent se produire en cours de marche et signalées immédiatement aux surveillants, qui corrigent immédiatement par ce tableau. C'est une meunerie, au fond. C'est une meunerie. C'est sur la base de la meunerie, puisqu'on concasse et on fait de la semoule, de la poudre et du grain. Et vous concassez combien de tonnes par jour? On concasse à peu près 100 tonnes jour. C'est énorme. Je vous remercie, monsieur.
La chicorée se présente maintenant sous sa forme la plus connue. Les grains passent dans des appareils d'aspiration pour éliminer la poudre en excédent. Dernière étape, le conditionnement. Il se fait à la cadence de 72 paquets à la minute, cadence relativement réduite, afin de permettre un contrôle permanent. L'empaquetage. Imaginez 8 grandes machines qui sortent sans arrêt tous ces paquets alignés comme des soldats à la parade. Plus de 200 000 paquets de 250 grammes rouges et bistres sont ainsi fabriqués chaque jour. Je visitais une usine de chicorée, mais je devais y découvrir une imprimerie moderne qui imprime chaque année les quelques 60 millions de paquetages exigés par la fabrication, sans compter les millions de buvards, protège-cahiers et listes de cadeaux, une menuiserie qui assure le montage de milliers de caisses, des magasins immenses où s'empilent des milliers de cartons, des tonnes de papier, des milliers d'articles scolaires, de cadeaux qui vous donnent envie de collectionner des tas de vignettes. « Vous êtes venu un peu trop tôt, me dit M. Huard. Dans quelques mois, nous mettrons en route une nouvelle usine, encore plus perfectionnée, qui nous permettra de doubler notre capacité de production. » Voici le paquet de chicorée Leroux. La chicorée soluble Leroux. Le concentré liquide de chicorée Leroux. Figurez-vous, il y a du nouveau. Pour se mettre au goût du jour, encore plus rapide, plus facile à préparer pour satisfaire les jeunes toujours pressés et les maîtresses de maison toujours trop occupées, voici la chicorée soluble 100% chicorée en flacon de verre. Avant la tour d'atomisation, la chicorée soluble, Martine Bataille, 43 ans dans l'entreprise Leroux, était achetée à une société parisienne qui atomisait de la chicorée, du chocolat et peut-être du café, mais ça, je n'en suis plus sûre. Mais donc, nous achetions la chicorée soluble à cette société parisienne et était livrée à Leroux en boîte métal avec l'étiquette Leroux avant la construction de nos tours d'atomisation en 73. Donc, les premières tours ont été construites en 73 et ça tournait en 74. Commercialisée dans le début des années 50 sous l'étiquette Leroux, la chicorée soluble ne sortira réellement des usines d'Orchy que 20 ans plus tard. Dans le prochain épisode, nous découvrirons entre autres les secrets de l'atomisation par celui qui a inauguré cette évolution technique. 12h42 à Radio. Il faut plus de 5 kg de racines de chicorée pour obtenir 1 kg de chicorée torréfiée. La chicorée est un produit de grande valeur nutritive. Pensez qu'il faut plus de 5 kg de racines de chicorée pour obtenir 1 kg de chicorée torréfiée en grains. Et que ce kilo contient 70% de matière soluble. Ainsi, la chicorée fait du café noir une boisson. En dehors de ses bienfaits pour l'organisme, de soulager l'équilibre, il ne faut pas oublier non plus que la chicorée est un produit de grande valeur nutritive. Pensez qu'il faut plus de 5 kg de racines de chicorée pour obtenir 1 kg de chicorée torréfiée et que ce kilo contient... Prochain épisode, famille d'Orchy, famille d'Orchicorée. La chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Écriture et réalisation, Rosine Lefebvre. Production, Archipop. Traitement des archives, Charlène Auvinet. Voix, Jean-Yves Berthelot et Cassandre Ornez. Remerciements à Kaiwo Studio. Jingle des Archipodes, Jeff Benec et Sylvie Lévesque. Avec la participation pour ce premier épisode de Martine Bataille et Louis Manin, anciens salariés de l'entreprise Leroux, en partenariat avec les Archives nationales du monde du travail de Roubaix et Procitec. Cette série a été produite avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, du Conseil régional des Hauts-de-France et de l'entreprise Leroux.